Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Sécurité au centre du Mali, plus de 30 morts, plusieurs blessés et un village dont les habitants sont pris en otage. Le village de Farabougou, c'est la situation au centre du Mali et nous allons en discuter au cours de ce grand dialogue avec nos invités qui sont Tandou Douro Tembeli, troisième adjointe au maire de Bandiagara, Abaka Sambara, coordinateur de GVive Mopti, au téléphone aussi, et Brahima Mamadou Kone, politologue, ici dans le studio avec moi. Je suis Mohamedou Touré, chers auditeurs, téléspectateurs et invités. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand dialogue. Le grand dialogue. Plusieurs morts enregistrés au centre du Mali cette semaine. Quelle est la situation aujourd'hui à Abaka Sambara dans la région de Mopti? Merci beaucoup, M. Touré. Je salue mes co-débatteurs. La situation dans la région de Mopti, avant de parler de la situation, je tiens d'abord à saluer tous ceux qui sont tombés, saluer la mémoire ainsi de tous ceux qui sont tombés sur le sang d'honneur, particulièrement ceux d'hier. Vraiment, la situation, elle est inquiétante, elle est stressante, et puis elle s'approche de jour en jour des grandes agglomérations. Partout où il ne se passe pas une journée ou un jour sans qu'on entende parler des enlèvements des civils, des paysans sur le terrain, ou bien même des personnes ressources qui sont enlevées et qui ne sont pas vraiment souvent médiatisées. Donc la situation, elle est vraiment inquiétante, mais nous saluons la bravoure des autorités administratives et militaires de la région de Mopti qui, malgré la situation, font de leur mieux pour que cette sécurité puisse revenir. Donc, vous voyez, malgré l'embuscade hier, les hommes ont tenu bon. Malgré qu'ils ont perdu 2 hommes, ils ont pu quand même résister et nous avons perdu aussi 12 civils. Nous avons pu résister et ils ont même pu amener hors d'état de nuire 9 assaillants avec eux. Donc, ça veut dire que la situation, elle est vraiment inquiétante partout. Derrière le fleuve, sur l'axe de Sévaré-Gao, sur la route de Poisson et même actuellement maintenant sur la sud-route qui était un peu paisible, c'est la RN6 qui mène vers Bamako, qui aujourd'hui nous constatons des enlèvements sur cette même route. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble de la région, la situation sécuritaire, elle est vraiment, elle va de mal en pire. De mal en pire. Est-ce le cas également à Bandiagara, Madame Tandou Douro Tembeli? Vous êtes la troisième adjointe au maire. Oui. Oui, à Bandiagara, quelle est la situation? Bon, merci d'avoir me donné la parole sur l'antenne Tamani. La situation. Allô? Oui, allez-y. Oui. Donc, je m'appelle Tandou Douro Tembeli, troisième adjointe au maire de la commune urbaine de Bandiagara. Je préfère m'exprimer en bambara. Désolé, le débat est en français. En français? Oui, oui. D'accord. La situation sécuritaire hier à Bandiagara nous a surpris. Depuis le renversement de l'ancien gouvernement, Bandiagara était très calme. On n'attendait pas à cette situation. Sur la même route, il y a eu plusieurs cas de vie de victimes, des femmes et des enfants. On ne regarde pas le visage de quelqu'un, ou bien du diplôme. Notre diplôme, c'est le champ et le commerce. Quand vous dites que vous avez été surprise de l'attaque d'hier, est-ce que cela veut dire que tout était mis en place pour assurer la sécurité ou est-ce que ça veut dire que tout était calme et que les forces de sécurité étaient présentes pour sécuriser la zone? Oui, on était surpris de
voir des cas comme ça. Donc, puisque l'actuel gouvernement, c'est des soldats, on suppose que les soldats, on n'a pris que la guerre. C'est pas pour rien qu'ils ont pris le pouvoir. Donc, ils connaissent que la guerre. Maintenant, on attendait qu'ils font face à cette situation. Qu'ils font face à la guerre. Donc, de combattre nos ennemis. Donc, on lance un appel au président. On va revenir à l'appel. En attendant, on donne la parole à Brahima Mamadou Koné. Brahima Mamadou Koné, quelle analyse faites-vous de cette situation sécuritaire, l'insécurité qui est devenue inquiétante selon M. Kassambara dans la région de Mopti? Bonsoir, M. Touré. Je prie pour le repos de tous ceux qui sont tombés, que ce soit les populations civiles ou les militaires sur le champ d'honneur. Je voudrais tout simplement dire que nous avons aujourd'hui une armée en reconstruction et en réalité qui n'a pas les capacités opératoires et opérationnelles conformément aux attentes du peuple aujourd'hui pour ces missions de sécurisation du territoire national. Mais ce que la dame vient de relever, effectivement, c'est un constat qui est un peu amer, parce que les gens étaient enthousiasmés quand la prise du pouvoir a lieu, en pensant que c'est des militaires qui sont venus aux affaires, les choses vont changer. Et que l'enjeu pour le CNSP était de travailler, de retourner dans les casernes, se préparer pour aller à la reconquête du territoire national. Et comme il y a eu une lenteur dans le processus de mise en œuvre des organes de transition, notamment les choix du président de transition, du Premier ministre et la mise en œuvre du gouvernement, les choses ont dû traîner et en matière de pouvoir décisionnel, il y a dû avoir un peu de retard par rapport à la mise en œuvre de certaines choses sur les théâtres d'opération militaire. Mais il faut dire que nous sommes dans une guerre inégalitaire, c'est-à-dire que notre armée, elle combat autant aussi, elle tient à sauver sa vie, mais ces gens-là, ce sont des gens sans foi, sans loi, et pour eux, dans leur mentalité, quand ils meurent, ils vont aller au paradis. Donc on n'est pas dans la même logique en termes de stratégie militaire, et on n'est pas dans la même logique idéologique. C'est ce qui pose un problème fondamental. Donc il faut dire aujourd'hui que les attentes des populations par rapport à notre armée, honnêtement, dépassent largement leur capacité. Mais ce qu'il faut noter, en fait, il y a un problème de coordination. Pour moi, le vrai problème que nous avons aujourd'hui par rapport à la sécurisation du territoire national, et notamment les régions du Nord et du Centre, c'est un problème de coordination au niveau des instances militaires, au niveau des états-majors militaires et en termes de coopération militaire. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a des forces internationales au Mali, il y a l'armée malienne et on a suffisamment d'états-majors généraux des armées. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de faire une mutualisation des efforts militaires entre l'armée malienne et les forces étrangères qui sont là au Mali, et en termes de coordination pour pouvoir circonscrire la menace djihadiste qui pèse sur le Mali. Parce que nous sommes les maillons faibles et nous sommes aussi là, comme le président Ibeka le disait. Si le Mali tombe aujourd'hui, c'est tous les pays de la bande sahélo-saharienne qui vont s'embrasser également dans cette crise, dans cette crise sécuritaire. Et l'autre enjeu, c'est qu'au niveau diplomatique, nous avons des failles, nous avons des déficits qu'il faut relever. Si on avait une bonne diplomatie, on aurait pu mobiliser les pays frontaliers du Mali en termes de mutualisation, de partage des renseignements militaires. Et aussi, il faudrait que les États acceptent d'abandonner une partie de leur souveraineté. C'est-à-dire d'abandonner leur partie de leur souveraineté, ça veut dire quoi? Et que nos États frontaliers acceptent que l'armée malienne puisse poursuivre les terroristes ou les djihadistes sur le territoire nigérien. Et que l'armée nigérienne puisse poursuivre aussi les djihadistes sur le territoire malien. Et que l'armée mauritanienne puisse poursuivre les djihadistes sur le territoire malien, aussi bien que l'armée malienne puisse conduire les djihadistes sur le territoire mauritanien. Il faut aller vers une suppression dans ce contexte actuel, il faut aller vers une suppression des frontières en termes de coordination militaire et de partage des renseignements militaires. C'est à ce prix que nous allons pouvoir circonscrire la menace djihadiste et pouvoir les combattre hors de nos frontières. Écoutons Ousseini Saï, qui est le maire de Bandiagara,
Si vous voyez aujourd'hui que ce problème il ne finit pas, c'est parce que l'État au plus haut niveau n'a jamais pris ça au sérieux. Je vous dis, hein, nous ici, là, nous nous sommes battus, nous avons demandé le départ de IBK à n'importe quel prix. Advienne que pourra. Hein. Maintenant, les gens qui l'ont remplacé, ils sont à la même place. Hein. Ils sont à la même place qu'était IBK. Si il faut que le truc soit au même niveau, je vous dis que nous sortirons, nous allons le combattre de la même façon. Moi, je ne fais pas d'appel pour amadouer les gens. Être un responsable au plus haut niveau, c'est une responsabilité. Si tu ne peux pas, tu quittes. Maintenant, les nouvelles autorités, nous, on les prend exactement comme nous avons traité l'ancien régime. S'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Le pouvoir n'est pas fait pour ça. Hein. Nous avons encore de la patience à croire que les choses vont changer. Si les choses ne changent pas, nous, on va nous permettre de prendre les dispositions qu'il faut. Abba Kassambara, partagez-vous cette réaction de Hussein Issaï, maire de Bandiagara? Effectivement, avant de revenir à la réaction de Hussein Issaï, je vais revenir un peu à la situation comme Mme l'a dit. Vous savez, tout le problème se résume en un seul point. C'est au point de Parou. Et toutes les attaques, tout ce qui se passe comme mauvais sur la route de Poisson, c'est au même point. Moi, ma crainte, mon inquiétude, est que pourquoi il ne peut pas y avoir une permanence ou un ratissage dans la zone pour que vraiment on puisse éviter à ce point-là qui est en train de poser tout le problème sur la route de Poisson. Maintenant, par rapport au retour, je ne partage pas tellement l'avis de M. le maire, malgré tout le respect que j'ai pour lui. Les autorités qui sont sur place tout de suite, le gouvernement vient que commence son travail et on vient de lever les sanctions sur le gouvernement, sur l'État malien. Je pense qu'il n'y a pas d'homme providentiel. C'est l'ensemble de la communauté, d'abord locale, qui doivent aider les autorités administratives et militaires vraiment en termes de renseignement et en termes d'accompagnement. Parce que mon co-débatteur l'a dit, c'est une armée en reconstruction. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y avait une coordination qui était là et dont le ministre de la Sécurité actuel était vraiment au cœur dans cette zone. Et lui, ayant quitté tout de suite cette zone, je ne sais pas quel mécanisme de fonctionnement ou de remplacement a été fait pour que ça puisse continuer. On nous avait dit les deux axes principaux de forces de défense et de sécurité aujourd'hui, c'est la route de Poisson et la route de Sévarégao. Donc ça veut dire que moi je ne perds pas de l'espoir, parce que vu l'engagement et vu la promesse que les uns et les autres ont donnée, et ce que je demanderais quand même, le plus vite possible, c'est de faire un ratissage permanent et aérien pour que vraiment à ce point-là qui demeure Monsieur Kassambara? Alors, Madame Tandou Douro Tenbeli, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque d'anticipation par rapport aux mesures préventives qui doivent être prises? Parce que Monsieur Kassambara disait tout de suite que tout se passe pratiquement au niveau du même point. Oui, je disais que sur la même route, il y a eu beaucoup de cas de victimes de femmes et des enfants. Donc, on a confiance et on compte beaucoup sur le nouveau gouvernement. Donc, ils n'ont qu'à redoubler d'efforts pour vraiment combattre nos ennemis. On a écouté le président, donc ils n'ont qu'à respecter leur engagement. Ce n'est pas fini, les ennemis ils sont là. Les déplacés des femmes qui sont à Bandiagara, elles sont beaucoup, elles sont là. À ce stade, donc, que ces autorités puissent trouver une solution à cette question, est-ce que vous êtes rassuré ou inquiet par rapport à ça? Comment? Est-ce que à ce stade déjà, ces attaques qui ont déjà fait plus d'une trentaine de morts, un village qui est pris en otage, est-ce que ces autorités de la transition vous rassurent déjà par rapport aux mesures qui doivent être prises pour trouver une solution à l'insécurité, notamment dans le centre? Oui, quand même, on a confiance en eux, donc on croit qu'ils peuvent quand même mettre fin à ça. Et vous, Brahima Mamadou Koni?
Avez-vous confiance à ces autorités par rapport à leur capacité à pouvoir faire face à cette situation, puisque M. Kassambra disait tout de suite qu'il y a un manque d'anticipation vu que toutes les attaques se déroulent au niveau du même point? Non, moi je partage effectivement l'analyse de M. Kassambra. Il y a un manque d'anticipation, il y a un manque de coordination. Il faudrait que nous sortions des réponses, il faudrait que nous sortions de l'anticipation, nous sortions de l'urgence pour aller vers l'anticipation. C'est des choses qu'il faut participer. Maintenant, il est très difficile de dire exactement que j'ai confiance aux nouvelles autorités ou pas. Mais ce qui est évident, c'est qu'on voit aujourd'hui une certaine volonté manifeste par rapport aujourd'hui à l'enjeu sécuritaire et qui ressort sous forme de rhétorique dans les discours du président de la transition. Ça rassure. Mais comme je l'ai dit, quand M. Kassambra dit qu'il faut faire des ratissages, c'est normal. Normalement, c'est d'ailleurs la meilleure solution. Mais aujourd'hui, quel est le dispositif d'aviation militaire que nous avons au Mali pour pouvoir faire des ratissages? Parce que pour faire des ratissages, ça demande des équipements et des matériels militaires. Quel est l'avion de chasse aujourd'hui que le Mali dispose? Il faut des avions de chasse. Moi, je lisais dans un magazine où on disait qu'un avion de chasse russe, ça fait 27 milliards. Les Mali doit de francs CFA s'offrir, je crois, si on convertit, si c'était dans un magazine, on parlait de 27 milliards. Si les Mali veut combattre les djihadistes, il faut qu'on accepte de faire le minimum de sacrifices en payant des avions de chasse, parce que les avions de chasse peuvent aller jusqu'à 3000 mètres d'altitude selon certains experts. Mais est-ce que l'argent n'est pas détourné, l'argent qui devrait être dédié à équiper l'armée malienne? Oui, l'argent, voilà, c'est vraiment le goulot d'étranglement de notre armée. La corruption a atteint le corps de notre armée et elle est devenue un problème de santé publique au sein de nos forces armées de défense et de sécurité. Il faut saluer la volonté du président, manifeste du président Ibeka. Pour la première fois dans l'histoire du Mali, c'est vrai qu'il y a une différenciation contextuelle depuis l'indépendance du Mali qui a accepté d'investir dans un plan de reconstruction de l'armée, la loi de programmation militaire, des 1000 milliards. Et l'argent n'était pas disponible. C'est des fonds qui sont en train d'être mobilisés, d'être collectés. Mais il y avait une grande partie qui était disponible, qui malheureusement a été détournée. Est-ce que l'ex-président n'a pas échoué donc dans la gestion de cette somme? Non, Ibeka a échoué. C'est pourquoi je dis qu'une grande partie était disponible, mais cet argent a été détourné. Mais il n'y a pas eu de sanction. Moi, il n'y a pas eu de sanction et c'est la responsabilité morale incombe au président Ibeka. Parce que c'est le président Ibeka qui a été élu par les Maliens. Et quand on est président de la République, si on pense qu'on n'est pas en capacité d'exercer ses fonctions, il faut démissionner. On ne peut pas permettre à des civils ou militaires dans un pays en crise de détourner des fonds qui sont destinés à l'armée et que ça s'arrête là après. Les missions d'audit, il n'y a pas eu de sanctions administratives ni pénales. Faut-il s'attendre à la même situation avec ces nouvelles autorités? Non, avec ces nouvelles autorités, je vais dire, celui qui prendra un frange, il va se présenter devant les procureurs. Vous en êtes sûr? Moi, j'en ai sûr. Le président de la République, il ne connaît que l'armée. Toutes les questions économiques, les questions de diplomatie, il ne s'y connaît pas. Lui, il ne connaît que l'armée et dans toute sa vie, il n'a fait que l'armée. Mais parmi ceux qui ont détourné l'argent dédié à l'équipement de l'armée, des noms de militaires également sont cités. Non, quelque chose est ressorti de son discours qui m'a laissé un peu perplexe. Parce que quand le président dit que les rapports de corruption du Végal vont être remis à la justice au besoin, j'ai dit mais non, quel besoin? Il faut assumer vos responsabilités. Il faut transmettre ces dossiers aux procureurs, aux différents procureurs, aux procureurs anticorruption et au procureur général près de la Cour d'appel. On n'a pas besoin qu'il y ait un besoin. C'est de l'argent de la République qui a été détourné. C'est l'argent du contribuable qui a été détourné. Et ceux qui ont détourné ces fonds, ils ont été identifiés. Les rapports du vérificateur existent. Les rapports des missions de contrôle du contrôle financier existent. Il faut transmettre ces dossiers à la justice. Et moi, je commence à me poser pas mal de questions par rapport à cette transition. Et la première question, c'est d'abord aux jeunes qui sont tombés. À présent, personne ne parle. Donc, ça donne déjà une certaine inquiétude par rapport à l'avancement de la transition. Mais ce que le président de la République a dit dans son discours, c'est extrêmement important. Quand il dit l'argent
destiné à l'armée va être utilisé pour les besoins de l'armée, dépensé pour les besoins de l'armée, c'est extrêmement important et ça rassure. Et je ne connais pas trop Mbadao de près, je ne connais pas trop Assimi Goïta parce que je ne l'ai jamais connu si ce n'est pas avec la prise du pouvoir. Mais quand on essaie de faire un peu le recoupement des informations, on a l'impression que c'est des gens quand même qui ont une certaine probité morale et d'intégrité. Et ça rassure. Mais aujourd'hui, vous savez, une armée, c'est les moyens. Une armée, c'est les hommes. Une armée, c'est l'idéologie. Une armée, c'est l'engagement. Est-ce que notre armée aujourd'hui, qui est en reconstruction, est à la dimension, n'est-ce pas, des attentes de la population et des attentes des communautés du centre par rapport à la sécurisation du pays? Et on va y revenir en détail. Abba Kassambara, par rapport à Farabougou, le village dont les habitants sont pris en otage jusqu'à présent, avez-vous des informations par rapport à la situation à ce niveau? Non, par rapport à cette situation, je n'ai pas reçu d'abord des informations claires et fiables jusqu'à présent. Mais quand même, pour revenir un peu à la question que vous avez posée, est-ce que nous avons confiance à ces autorités par rapport à la résolution du problème? Moi, je dirais entièrement oui. Et pour connaissance des causes, parce que j'ai partagé le terrain avec la majorité de ces hommes-là et je sais quel degré de dévouement ils ont sur le terrain. Donc si ça ne tenait qu'à eux, mais il a dit l'armée est en reconstitution. Mais est-ce que le pouvoir ne change pas les pensées souvent? Est-ce que le pouvoir ne change pas les humains? Oui, le pouvoir peut changer les humains, mais et quand même, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas un homme providentiel. Maintenant, ils sont venus, ils ont déjà donné leur intention quand même de participer à la sécurisation de l'État. Moi, je l'ai toujours dit, et le président de la République l'a répété, le problème du Mali, ce n'est autre chose que les Maliens eux-mêmes. Et moi, je l'ai dit, un problème local a toujours une solution locale. Et c'est à la communauté locale vraiment de s'appuyer sur eux, de les accompagner pour qu'on puisse vraiment mener le truc. Nous n'avons pas des trucs sophistiqués, mais le rayon n'est pas aussi grand que ça. C'est dans un rayon de 30 km que toutes ces choses-là sont en train de se passer au centre ici. Et là, l'anticipation, elle est possible. Aujourd'hui, nous avons vu que auparavant, nos avions étaient cloués. Mais par la grâce de Dieu, nos blessés et autres sont rapatriés par nos propres avions actuellement. Donc ça veut dire que l'engagement quand même est là. Comme on l'a dit, parce qu'une armée, il faut de l'engagement. L'engagement est là, la motivation est là. Pourvu que malgré les embuscades, malgré les trucs, les hommes restent sur le terrain et maintenant on n'entend plus que les militaires ont fui ou bien il y a eu ceci ou cela. Ils combattent jusqu'au prix de leur vie. Ça, c'est vraiment encourageant et réconfortant. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand vous venez, il est temps qu'on accélère vraiment l'équipement de ces postes qui sont en fonction. J'ai nommé à Koro, Bankas, Banyagara et Douanza. Il y a eu des structures qui ont été créées. Il est temps maintenant que leur fonctionnalité soit vraiment opérationnelle. Et Parou, là où l'accident se passe, et Banyagara, c'est maximum 20 à 25 km. Donc ça veut dire que si les gens de Banyagara étaient réellement équipés, on ne devait même pas attendre le renfort de Sévaré ou d'ailleurs pour venir vraiment sécuriser la zone. Ça fait partie de la circonscription de l'escadron de la gendarmerie de Banyagara. Donc ça veut dire que le mieux qu'on puisse faire, c'est d'équiper ces hommes et c'est-à-dire de renforcer d'abord leurs capacités en nombre et de renforcer leurs capacités en matériel d'abord et qui sont sur le terrain. Et même ils ne sont pas sécurisés. Comment peut-ils sécuriser vraiment les communautés qui sont sur place? Et concernant la libération des djihadistes, présumés djihadistes, en échange des otages, pensez-vous qu'il y a un lien entre cette libération et ces différentes attaques qui ont eu lieu en début de semaine? Je ne pense pas qu'il y ait un lien entre ceci et entre cette libération, parce que ceux qui ont été libérés, ils ont été libérés. Maintenant, le problème qui se pose ici, il y a eu entre eux-mêmes une division. Actuellement, eux-mêmes, ils se combattent. Parce qu'il y a certains qui ont quitté les forces du mal. Parce que moi, je ne les appelle pas des djihadistes parce que pour moi, ils ne le sont pas. Donc, les groupes armés qui opèrent dans la région.
Donc, ça ne va pas entre eux-mêmes. Donc ça n'a rien à voir avec la libération des otages ou autre chose. Ceux-ci, ils sont là, ils ont créé leur nid. Et même la communauté et les populations savent là où ils sont. Il suffit seulement d'aller les dénider. Est-ce que l'armée également sait là où ils sont? Bon, en tout cas, on peut dire qu'à ce stade-là, que l'armée ne connaisse pas là où ils sont. Parce que c'est toujours le même coin, le même point, le même entourage qui sont vraiment touchés. Donc, il m'est très difficile de dire qu'ils ne connaissent pas ou pas. En tout cas, selon les informations que j'ai reçues ce matin, les populations locales et les groupes d'autodéfense locales savent là où ils sont. Maintenant, nous avons peur de quoi? À chaque fois que l'armée engage une opération pour aller district, on se lève pour parler des exactions, des droits de l'homme, autre chose. Alors que quand on tue l'armée, quand on tue les civils, on n'entend jamais des rapports des communautés internationales parler des droits internationaux humanitaires ou des droits de l'homme. C'est ce qui vraiment nous éclaire davantage. On tue les gens à longueur de journée, on ne le fait pas, mais il suffit que l'armée réagisse un peu pour commencer à neutraliser ces gens-là et on se lève pour parler de la violation des droits de l'homme. Il va falloir aussi qu'on parle. Ça aussi, c'est un poids lourd qui est pesé sur nos armées. Alors, Madame Tandou Douro Tembeli, est-ce que vous pensez que la collaboration entre les communautés, les populations et l'armée, elle est à hauteur de souhait au niveau de Bandiagara? Oui, bon, c'est à la hauteur de souhait. Bon, on a besoin de renforts. Ces renforts-là, on a toujours parlé, mais on n'a jamais eu. Donc, vraiment, l'armée, si l'armée a pris les pouvoirs, ils doivent être capables. Ils doivent être capables. Donc, on a besoin de renforts. Donc, on a entendu parler des partenaires qui vont nous donner, qui vont nous renforcer, mais on n'a pas eu d'abord. On souhaite que le président soit en mesure de les faire venir pour vraiment nous renforcer. Mais la collaboration entre les habitants des localités et l'armée malienne, est-ce qu'aujourd'hui il y a cette collaboration? Est-ce qu'elle existe? Bon, l'armée malienne et la population, il n'y a rien entre nous. On collabore ensemble. On collabore ensemble. Maintenant, ce que je peux parler, c'est l'aménagement qui font des va-et-vient. Donc, en voyant leurs véhicules seulement, les gens ont peur. Donc, si on dit que l'aménagement n'est pas là pour la guerre, donc nous, on ne peut pas comprendre. Les gens ont peur. Qui a peur? Les habitants ou bien les groupes armés? Les habitants ont peur, les villageois ont peur, les villageois ont peur de leur équipement. En voyant même l'équipement, les gens ont peur. Donc on dit qu'ils sont là pour nous sécuriser. Maintenant, la convention qui est entre nous, on dit que ce n'est pas la guerre. Ils nous aident beaucoup de choses, je sais, d'accord, mais il faut que cette convention qui sera renforcée par un appui qui peut nous aider. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est la sécurité. Aujourd'hui, on a besoin de sécurité. S'ils peuvent nous aider sur la sécurité, ça nous ferait beaucoup plaisir. Je sais ce qu'ils sont en train d'aider, mais la priorité aujourd'hui, c'est la sécurité. Ils ont du matériel, ils ont beaucoup de choses. Ils n'ont qu'à nous aider par rapport à ça. On ne peut rien faire. Il n'y a pas de développement sans sécurité. On nous donne des maisons, on nous donne des écoles, on nous donne des choses. Donc, s'il n'y a pas de sécurité, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans la sécurité. Ils n'ont qu'à nous aider sur la sécurité. Alors, Brahima Mamadou Koné, pensez-vous qu'il y a un lien entre cette libération des présumés djihadistes en échange des otages, de 4 otages, et ces différentes attaques qui ont eu lieu dans la nuit du lundi au mardi? Non, je ne pense pas qu'on puisse établir une corrélation entre la libération
entre la libération des otages en échange avec les prisonniers djihadistes. C'est extrêmement difficile de le faire parce que ceux qui ont été libérés au nord, et pourtant les attaques sont en train de s'opérer au niveau du centre du pays. Est-ce qu'ils ont eu le temps suffisamment de se préparer pour redescendre vers le centre du pays? C'est la question fondamentale. Maintenant, ce qu'il faut dire par rapport à la libération des otages, il faut dire que la libération du chef de file de l'opposition est une victoire pour la démocratie malienne, en ce sens qu'il a été enlevé quand il était en campagne électorale pour la législative. Mais ce qu'il faut noter, c'est les conditions dans lesquelles ces échanges de prisonniers ont lieu avec cette manne financière de 10 ou 15 millions d'euros dont parce que certains se disent inquiets que plus de 200 personnes soient libérées. Voilà, dont la presse fait écho. On a libéré plus de 200 personnes. Plus de 200 personnes et nous n'avons aucun moyen aujourd'hui pour pouvoir les contrôler. C'est une menace pour la sécurité nationale du Mali et c'est une menace pour la stabilité de l'ensemble des autres pays de la bande sahélo-saharienne. Et en dehors de ça, vous savez, les 10 ou 15 millions d'euros qui ont été donnés à ces gens-là, mais c'est une source du financement, n'est-ce pas, du terrorisme au niveau du Sahel. Parce qu'ils vont utiliser une partie de cet argent pour payer des armements, pour payer des équipements militaires. Ils vont utiliser une partie pour payer les salaires des combattants. Ils vont utiliser une partie, dépenser une partie pour recruter encore de nouveaux combattants, pour renforcer leur rang. Et c'est des gens qui risquent dans les jours à venir de prendre encore les armes contre l'État du Mali et les autres pays du Sahel. Et cette libération de ces 200 et quelques djihadistes aujourd'hui est une menace pour nos pays frontaliers, ça il faut le dire. Même si je salue la libération du chef de file de l'opposition comme une victoire de la démocratie, moi je pense qu'on aurait trouvé d'autres mécanismes, d'autres stratégies, d'autres moyens pour pouvoir libérer les chefs de file de l'opposition. C'était mieux que de procéder à sa libération en échange de plus de 200 prisonniers avec 10 millions ou 15 millions d'euros. C'est pourquoi je l'ai dit toujours, je dis les gens qui meurent au sein de nos pays ne meurent pas pour nos États. C'est-à-dire quoi? Ceux qui meurent aujourd'hui meurent pour les industries de fabrication d'armes. Ceux qui meurent aujourd'hui au niveau du Sahel, au Mali ou au Sahel, ils meurent pour les trafiquants d'armes. Ils meurent pour les banquiers, ils meurent pour les multinationales à la recherche de profit. Et j'ai dit la victoire finale sera socialiste. Et Mme Tembeli pense que le mandat des forces internationales, notamment celui de la MINUSMA, doivent changer. Oui, moi c'est pourquoi je dis qu'on a une diplomatie inoffensive et non agressive. Parce que dans un tel pays en crise, l'enjeu diplomatique est extrêmement grand que notre diplomatie devrait prendre devant. Il faut aller au Conseil de sécurité de l'ONU pour modifier les mandats de la MINUSMA, pour permettre à la MINUSMA de sortir de sa posture de police en termes de sécurisation pour aller combattre les djihadistes sur le terrain. Parce que si la MINUSMA ne va pas combattre les djihadistes, moi, en réalité, je me pose la question, à quoi servent réellement toutes ces forces internationales qui sont au Mali? Est-ce que c'est un retour en termes de géostratégie et de géopolitique pour les puissances européennes en Afrique? C'est la question. Mme Tembeli pense que les écoles, les dons et autres, les hôpitaux, c'est bien beau, mais la sécurité doit être la priorité. Oui, mais on ne peut pas parler de développement sans sécurité. La cheville ouvrière de tout développement socio-économique passe par la sécurité. Et les dons qu'ils sont en train de faire au niveau des communautés, les écoles, les puits, les fourrages, mais ces gens-là, ils viennent après pour tout casser. Moi, je pense que l'essentiel aujourd'hui, les ressources qu'ils ont, nous sommes un pays qui n'a pas de ressources illimitées. Moi, je pense que les ressources qu'ils ont aujourd'hui pour faire ces actions de développement, ça relève de la responsabilité de l'État, des ONG et de la société civile. Il faut donner ces ressources à l'État malien pour permettre à l'État malien de doter notre armée de matériel de pointe à la hauteur des missions de sécurisation du pays. Donc, il faut remodifier le mandat et réviser les mandats de la MINUSMA pour leur permettre vraiment d'aller à combattre les djihadistes. Mais moi, je pense que notre armée est dans une posture aussi inoffensive. Il faut que l'armée sorte de cette posture défensive. L'armée doit sortir dans les casernes pour aller
à la recherche pour aller démanteler les réseaux de ces djihadistes et puis les combattre. C'est le rôle de l'État. On ne doit pas rester à la défensive. Il faut que notre armée reste toujours... tant que les djihadistes ne viennent pas les attaquer et ils n'attaquent pas. Non, une armée, ce n'est pas ça dans un pays de crise. Mais ensuite, il y a une situation qui est extrêmement importante qu'il faut soulever. C'est que, vous savez, je change souvent avec certains experts, ils me disent qu'à chaque 6 mois ou chaque 8 mois, il y a un relèvement des troupes sur les théâtres d'opérations militaires. Vous savez, ils sont dans un traumatisme psychologique. Si le relèvement a lieu, les militaires qui retournent à Bamako, il faut faire une prise en charge psychosociale. Il faut faire un accompagnement psychosocial pour ces militaires, remonter leur morale avant de les renvoyer encore sur les théâtres d'opérations militaires. Mais l'enjeu fondamental aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons travailler à avoir des avions de chasse, deuxièmement à avoir des avions de reconnaissance, avoir des équipements, procéder à d'autres recrutements pour les forces armées de défense et de sécurité. Parce que vous savez, les gens disent que bon, après il y a des attaques, il n'y a pas eu de renfort. Il n'y a pas de renfort parce que l'effectif aujourd'hui militaire du Mali n'est pas assez conséquent, n'est pas assez suffisant pour pouvoir sécuriser le pays. D'accord. Et voilà une question que les gens passent sous silence, mais elle est fondamentale. Il faut augmenter, la taille des effectifs militaires. Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire? C'est la question de fond. Abaka Sambara, des communautés également, des groupes d'autodéfense se sont donné la main au centre du Mali pour pouvoir faire face à la situation sécuritaire. Où en sommes-nous avec cette coalition? Oui, ce groupe d'autodéfense... La petite sécurité qui règne, nous devons à Dieu et à eux, parce qu'il y a certains, sans leur présence, et on n'en est pas vraiment dit. Comme il vient de dire, les moyens ne sont pas là dans notre armée, et ceux-ci-là se sont levés avec leurs propres moyens pour pouvoir défendre leur communauté au moins, et les va-et-vient et autres, pour qu'on puisse les sécuriser. Mais ce que je déplore, même ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un manque de motivation dû à la non-réception, parce que ici, j'ai vu la plupart des acteurs qui sont sur le terrain ici, je parle des forces de défense et de sécurité, ne bénéficient pas des primes d'opération. Ils disent alors que contrairement à ceux de leurs collègues du Nord, tout le monde bénéficie de ce prime-là. C'est-à-dire que c'est des trucs comme, en plus de la prise en charge psychosociale, comme le politologue vient de le dire, on devrait vraiment mettre tout le monde au même niveau d'égalité parce qu'ils sont tous sur les théâtres d'opération. C'est excessivement important de motiver les gens, malgré les moindres moyens, il faudrait qu'ils soient engagés et motivés vraiment à défendre le truc. Par rapport au groupe d'autodéfense, et ils ne sont là que pour sécuriser, c'est-à-dire une petite portion du truc. Maintenant, la sécurité, moi, j'ai confiance en Dieu et à la force de défense et aux forces armées. Ce qui est sûr, je suis du même avis que monsieur en disant qu'il faudrait qu'ils sortent. Voilà pourquoi j'avais parlé tantôt des ratissages. Les coins ne sont pas aussi distants, c'est pas aussi grand. Avec 2 ou 3 jours de ratissage, je pense que, mais tout en respectant vraiment les règles des droits de l'homme. C'est-à-dire, parmi les troupes qui doivent sortir, il y a des gendarmes qui sont là pour faire la prévôté. Normalement, on devrait aller voir tous ceux qui sont armés et les désarmer et démanteler toutes les bases qui sont dans la région. C'est connu, c'est connu par les communautés, c'est connu par les trucs, on sait là où ils sont. Et ils interviennent même dans les États. Mais souvent, la population, ne vivant qu'avec eux, on perd. On perd quand même de montrer, on perd de parler. Et d'où l'appel maintenant incessant, c'est-à-dire aux forces de défense et de sécurité internationale qui sont mal. Pas seulement que l'administration, il y a ECAP, il y a Barkhane, et il peut y avoir d'autres aussi. Mais le problème, c'est quoi? Nos forces de défense et de sécurité ont besoin de renseignements. Et ceux-ci ont des renseignements. Mais malheureusement, quand j'ai posé la question à ECAP, ils disent qu'il n'y a pas de coopération dans le cadre de renseignement entre eux et l'État malien. Et ce qui existe entre eux, c'est la formation et l'équipement. Mais les renseignements ne figurent pas. Justement, même par rapport à la formation et l'équipement, est-ce que c'est fait à hauteur de souhait?
Mais ce que je dis, même s'ils sont les mieux formés, les mieux équipés, s'ils ne sont pas renseignés, à quoi ça sert cette formation et ces renseignements? Si on est venu réellement pour aider un État, il faudrait qu'on le fasse vraiment avec clairvoyance, avec gaieté, avec tout. Nous reconnaissons les sacrifices qu'ils sont en train de faire, mais notre doléance aujourd'hui, qu'on puisse aider nos forces de défense et de sécurité vraiment sur le côté renseignement. Et qu'on puisse aussi désarmer tous les groupes d'autodéfense et qu'ils s'occupent de l'autosuffisance alimentaire. Mais c'est que les gens sont en train de penser seulement à la sécurité en termes de combat et autres, mais la plus grande insécurité qui va se poser sur cette zone aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire. Parce que les gens n'ont pas pu, la plupart des villages se sont déplacés, comme l'a dit Madame le maire, ils n'ont pas pu cultiver, et malheureusement l'hivernage avait bien démarré et ça termine, dans beaucoup de cas, ça n'a pas, la pluie s'est arrêtée de manière précoce. Donc ça veut dire qu'en plus de l'insécurité militaire, il y a l'insécurité alimentaire aussi qui s'ajoute. Vraiment. Là, il faudrait qu'on pense à ça, parce que la sécurité humaine, ça englobe tout ça. Madame Tembeli, pensez-vous que les femmes du centre soient les plus touchées par cette insécurité? Oui, elles sont là à Bandiagara. Les femmes, les enfants. Comment vivent-elles cette insécurité? Même si tu convoques une réunion d'information, on pense que tu as quelque chose à leur donner. Les ONG sont là à les appuyer avec leurs partenaires, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que le gouvernement pense à eux. Elles sont là à Bandiagara. Donc, comme on dit changement, ils n'ont qu'à changer leur stratégie et ne pas se limiter seulement à l'ancien système. Ils n'ont qu'à changer. Qu'est-ce qu'ils doivent apporter comme changement dans leur stratégie selon vous? Oui, comme je l'ai dit, donc on a dit, moi je crois que si l'administration accepte de nous accompagner, ils peuvent. Ils ont des matériels, ils ont des capacités, ils ont des connaissances. Donc, s'il y a changement, donc on peut, c'est nous-mêmes, il y a qui peut vivre aujourd'hui, demain tu dis non, après-demain tu dis ça. Donc la convention qui est entre nous, il faut ajouter là-dedans donc la guerre. Donc il faut qu'ils nous accompagnent. Donc ils peuvent ça. Il faut que le président soit en mesure de leur parler en charge. C'est un temps. Si la guerre est finie, tout le monde est content. Il y a le développement. C'est un moment, le moment difficile pour nous, là, il faut qu'ils nous accompagnent. À quand une accalmie selon vous? Hein? À quand une accalmie par rapport à la situation sécuritaire selon vous dans le centre du Mali? À quand? Oui. C'est un moment, je dis, c'est un moment, ils n'ont qu'à nous accompagner pendant. C'est un moment, si la guerre est finie. D'accord. Brema Mamadou Koné, faut-il s'attendre à une accalmie dans les prochains jours ou encore plus d'attaques? Non, il faudrait que l'armée se prépare pour sortir, pour aller à la sécurisation des populations. Et sinon, il faudrait s'attendre à la multiplication d'ailleurs des attaques. Parce que ces gens-là, plus de 200 ont été libérés, ils ont eu des ressources pour pouvoir s'équiper, mieux s'équiper, mieux recruter encore de jeunes. Parce que vous savez, la pauvreté est une machine de fabrication de jeunes pour les rangs des groupes. D'accord. Abba Kassamara, partagez-vous l'avis de M. Koné rapidement? Faut-il s'attendre à une multiplication des attaques dans les prochains jours? Absolument, parce que c'est ce qu'il dit, il l'a dit, et s'il y a un élément de corrélation entre la libération des otages que je salue, malgré que je ne suis pas content qu'on puisse quand même échanger un Malien contre 200 alors que d'autres Maliens sont dans leur main. Il fallait quand même demander la libération de tous les Maliens qui ont et puis les libérer aussi tous les trucs. D'accord. Le temps nous fait défaut. Oui, rapidement, en quelques secondes. Oui, l'insécurité alimentaire,
puis maintenant que les gens ayant eu de l'argent, ils peuvent vraiment penser au recrutement des locaux aussi, compte tenu de la situation de leur pauvreté, de leur vulnérabilité, les recruter pour les mettre contre vraiment les forces de défense et de sécurité et de la communauté qui n'a pas... Merci Abaka Sambara, coordinateur de GVIV Mopti, Brahima Mamadou Kone, politologue, et Tandou Douro Tembeli, 3e adjointe au maire de Bandiagara. La régie vidéo et audio Salim Diouara et Peting Diara, je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.